Deuxièmement, la commission d'appel d'offres n'est jamais convoquée de manière régulière alors que la ville répond à des appels d'offres. Nous avons un élu d'opposition, M. Albert Zahir, qui est l'ancien premier adjoint de Gare Saint-Malçin, qui a une certaine expertise, une expérience de 25 ans, qui siège dans cette commission d'appel d'offres, qui ne reçoit jamais de convocation. Donc le maire lance son appel à projet, dit-il, sur le site internet de la ville, sur France Antilles et sur la page Facebook de la ville. À cet appel à projet répond une seule association, mais qui propose 3 offres. Donc 3 offres qui émanent de la même association. Nous, en tant qu'élus de l'opposition, ne connaissons pas du tout la teneur des offres qui ont été proposées. En quoi ces offres ont été différenciées, aucun élément ne nous permet de dire ce qui distingue une offre par rapport à une autre. Légalement, c'est tout à fait possible qu'une association puisse proposer 3 offres différentes. Mais à ce jour, nous n'avons jamais su exactement quels étaient les contenus de ces offres. Ensuite, le maire convoque une commission. Une commission qui va approuver ce projet. Cette commission est composée, je suppose, du maire lui-même, la première adjointe, une autre adjointe, Madame Gémieux, ensuite Jean-Luc Foss, qui est aussi adjoint chargé de la sécurité, et ensuite 4 employés municipaux. 4 employés municipaux qui font partie de cette commission et aucun élu de l'opposition. Pourtant, dans la délibération que le maire nous a proposé de prendre le 7 novembre dernier, il est dit « Les élus réunis ont choisi les Glénans. Les élus réunis. » Alors je lui ai posé la question de savoir, mais quels étaient ces élus? Il est assez surprenant de voir ce directeur de cabinet du maire qui est omniprésent et qui se prend pour un DGS. Il est assez surprenant de le voir justement dans toutes les instances où il faut prendre des décisions, on retrouve ce monsieur. Juste une petite parenthèse très rapide. Sitôt arrivé à la tête de la ville, M. Gémieux a fait prendre une délibération pour rembourser à M. Romagne Jean-Éric, son actuel directeur de cabinet, une somme que lui devait la ville après lui avoir acheté un terrain. Ce monsieur n'a pas donné de nouvelles. Ensuite, les élections sont arrivées, et puis bizarrement, il réapparaît, et cette délibération, on la retrouve, et M. Gémieux nous demande de faire voter une délibération pour rembourser à M. Romagne cette somme qu'on lui devait. Donc la délibération est prise. Ensuite, à notre grande surprise, M. Jean-Éric Romagne apparaît comme étant le directeur de cabinet du maire. Donc nous sommes assez surpris que le maire prenne une délibération en faveur de quelqu'un pour lui payer les sommes dues et que subitement cette personne apparaît en tant que directeur de cabinet. Donc voilà la composition de cette fameuse commission qui a approuvé le projet des Glénans. Alors, bizarrement, ce projet est voté à la majorité le 7 novembre dernier. Et dans cette délibération, c'est une délibération fourre-tout. En même temps, on informe, en même temps, on prend déjà des décisions qui engagent financièrement, mais financièrement de manière très très importante, une ville qui, dit-on, il y a 3 ans, avait un déficit abyssal. C'est à ne rien comprendre. Donc, le maire fait voter une subvention de 100 000 € par an, pendant 3 ans, renouvelable à l'association Les Glénans, alors même qu'aucune convention préalable n'a été signée, alors même que le maire avait refusé de subventionner l'office de tourisme au motif que cette subvention ne devrait pas servir à payer les salaires,
le maire avait refusé d'acter le principe de la convention triennale avec l'Office de tourisme. Et voilà, ne voilà-t-il pas que les Glénans vont avoir une subvention de 100 000 € par an, renouvelable pendant 3 ans. Pire encore, cette association va jouir d'un bien rénové avec de l'argent public, donc notre argent, nos impôts, pour pouvoir gérer un centre nautique rénové. Alors, financement CTM, communes, etc. Surtout, les impôts des Saint-Anais qui ont explosé parce que le maire a voté une augmentation scélérate des impôts. Donc voilà que cette association va arriver. Non seulement elle va avoir 100 000 € par an pendant 3 ans, en plus elle va jouir d'un centre nautique rénové pour un euro symbolique. Donc voilà cette délibération qui a été prise le 7 novembre. Conseil municipal du 27 décembre, le maire fait voter une délibération pour rénover le centre nautique. Vous voyez, donc on commence par donner une délibération, puis après, on prend la rénovation pour rénover le centre. Donc, et la rénovation du centre nautique aura un coût final de 1 062 500 €. Rénovation plus équipement. Il faut bien comprendre une chose. Les Glénans, que sont les Glénans? Les Glénans, cette association bretonne, agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui impressionne l'actuel maire simplement parce qu'ils ont une expertise sur le nautisme et qui sont agréés. Cette association fonctionne de quelle manière? C'est-à-dire que cette association propose des stages de voile, évidemment des stages payants, j'ai vérifié sur le site internet, et les stages de voile comprennent également l'hébergement. Je comprends pourquoi dans la délibération, il y avait cette allusion sur le fait que le camping pouvait être utilisé également. Donc voilà que sous couvert d'un appel à projet pour soi-disant permettre aux petits Saint-Anais, aux petits Martiniquais de faire de la voile, on va mettre à disposition d'une association non martiniquaise à la fois un centre nautique rénové, des équipements sportifs achetés par la collectivité, un plan d'eau, un camping. Donc il va avoir tout ça à disposition. Alors, il est bien évident que lorsque les Glénans vont occuper la base nautique, le plan d'eau ne pourra plus être ce qu'il était. Monsieur Cydalise Montez le disait tout à l'heure. Comment on peut faire cohabiter la baignade familiale du dimanche avec des activités nautiques de grande envergure? Parce que les Glénans se proposent de, quand on a vu l'offre, quand on a vu le panel d'activités proposées, ce n'est pas rien. Donc ça implique automatiquement un balisage de la zone pour permettre aux bateaux d'évoluer, etc., conditions de sécurité, etc. Donc forcément, on va baliser. Qui dit balisage, dit encore restriction de la zone de baignade, puisqu'il y a déjà une zone de mouillage, même si la bande des 300 mètres a été revue et que les bateaux sont plus loin, mais n'empêche qu'il y a tout ce petit monde-là à réguler sur le site. Alors, le 27 décembre, le maire fait voter également un projet de délibération pour l'extension du camping municipal. Il prévoit de faire une vingtaine de bungalows, 20 bungalows de 64 mètres carrés. Alors, je lui pose la question de savoir comment on peut, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire que le camping est occupé de la manière suivante. On a un espace camping glamour avec Airstream Paradise, on a un espace avec des bungalows toilés, etc. On a l'ancien espace avec des chalets et on a également des chalets récents qui ont été construits. Comment on peut faire 20 bungalows de plus? Je pose la question. Alors on me ricane, on me rit au nez, ma question a l'air stupide, j'ai peut-être l'air bête, je ne sais pas, on ricane, on ricane. Et finalement j'avais bien raison de poser la question,
parce que la première adjointe met les pieds dans le plat en disant la convention avec Airstream va arriver à son terme. Donc voilà l'objectif inavoué, c'est de rompre, ne pas renouveler la convention avec Airstream. À ce moment-là, le maire dit lui-même dans la délibération qu'il a la gestion, la maîtrise complète de la Pointe-Marin. Donc Airstream n'est plus là, il fait construire des bungalows et comme c'est un chantier d'insertion, tout le monde va être content, on va dire c'est pour les jeunes et comme ça on va se faire avoir. Donc le camping va être agrandi et donc les Glénans vont bénéficier d'un camping avec toutes les installations qu'il faut, puisque un contrat a été passé avec l'ADEME pour la transition énergétique. Donc voilà, centrale photovoltaïque. Au sol, je ne sais pas, la question n'a pas... J'ai pas eu de réponse concrète à ma question. La centrale fera plus de 100 mètres carrés. Il y aura un parking de 2000 mètres carrés. Un groupe électrogène de 50 000 € va être acheté, enfin bref, la totale. Donc les Glénans vont bénéficier quand même non seulement d'un centre nautique rénové et des équipements à plus d'1 million d'euros, un camping à leur disposition pour pouvoir permettre à leurs stagiaires de pratiquer la voile tranquillement. Donc voilà ce qui se passe à Sainte-Anne. Je crois que les Sainte-Annais n'ont pas compris et que chaque fois que... Je me désole de voir qu'à chaque fois, on explique, on réexplique. Et j'ai l'impression que, voilà, nous cachaillons de l'eau en poignée parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre. Pouchi, il n'y a pas qu'à comprendre. À quel moment avons-nous régressé autant? Quand on explique les choses aux gens, on passe pour des... Voilà, on est diabolisé, on veut empêcher le maire de travailler, on a un gros poil, on n'a pas digéré les élections municipales, etc. Donc voilà où on en est. Le Sainte-Annais n'a pas compris l'enjeu. Et lorsque je suis revenu définitivement en 99, j'ai commencé à participer activement aux conférences et j'ai commencé à dire aux Sainte-Annais, il faut que vous compreniez une chose. À Sainte-Anne, ce n'est pas une simple élection municipale. On est vraiment dans un combat dont l'enjeu vous dépasse. Et ce combat qui est important pour le Sainte-Annais, l'est tout autant pour le Martiniquais. Parce que ce qu'on va perdre comme combat à Sainte-Anne, on va le perdre en Martinique. La preuve, depuis que j'ai repris la mairie en 2014, les Béquets de Gentil ont repris goût à la prédation sur le littoral. L'étang des Salines, le bras qui alimente l'étang a été défriché. Les vestiges de Lance-Meunier ont été détruits. Il y a plein de choses comme ça qui sont symptomatiques du fait que le Béquet n'a jamais renoncé. Et donc, effectivement, quand il disait que Malsa ne sera plus là, nous si, bon, on le voit maintenant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Garcin Malsa était un rempart contre cette prédation économique agressive du Béquet, qui n'a jamais renoncé en fait parce qu'il sait qu'il peut compter sur des marionnettes. Des marionnettes. Et donc à Sainte-Anne, on a vraiment, je pèse mes mots, je le dis haut et fort, je n'ai pas peur de le dire, on a une marionnette qui va permettre au Béquet d'asseoir sa domination sur le littoral martiniquais. Donc on commence par Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'était voilà, le rocher est tombé. Bon, maintenant on va y aller sans se voiler la face et puis voilà. Donc bien comprendre aussi que cette équipe municipale fonctionne avec de nombreuses irrégularités. Les délibérations sont souvent entachées d'irrégularités. Elles sont douteuses quelquefois. Elles sont rédigées de manière ambiguë. Et donc c'est à dessein, c'est fait exprès. Comme disait Hulot Guillabert, la Sénégalaise, l'Africaine du Sénégal, que M. Malsa avait eu l'occasion d'inviter à la marche pour les réparations, cessons de nous occuper des marionnettes, occupons-nous des marionnettes. Donc voilà ce que j'arrête. Nous ont dit la pyramide, nous ont dit la pyramide, nous vivons en Amérique,
là nous fait la vie. Et Marie-Alice a bien donné le contenu de la délibération qu'on nous a présentée en mairie. Elle a dit très clairement ce que pensent les élus de l'opposition, puisqu'elle a parlé en tant qu'élu de l'opposition. Ces élus de l'opposition qui se sont opposés radicalement à un tel projet, évoquant même à certains moments l'affaire Azatama, la similitude qu'il y a avec cette affaire Azatama. Eh bien, nous allons voir pourquoi aujourd'hui il y a un comité de défense de la Pointe-Marin qui s'est constitué. Alors, c'est parti avec à la fois Jérémy Ferdinand, qui est un jeune de Sainte-Anne qui connaît très très bien la Pointe-Marin, qui a eu l'occasion de pratiquer et de faire du nautisme au centre nautique de Sainte-Anne. Et puis, une fois qu'il aura terminé, Joël Félix va dire comment, à la langue, développer, élargir le mouvement. Alors, Jérémy, tu as donc la parole. Donc voilà, ce sont tous ces faits, tout ce que nous avons dit qui a poussé le collectif à être créé. Le comité de défense de la Pointe-Marin a un rôle capital à jouer concernant la préservation de notre patrimoine écologique et économique aussi. Écologique, économique et culturel. Il faut voir une chose en fait, il sera difficile pour les Martiniquais d'avoir une vie quotidienne sur cette baie de la Pointe-Marin avec une activité de cette envergure. On parle de grandes activités, on parle de kayak, d'aviron, de voile, de scooter des mers, on parle de choses qui nous dépassent en réalité. Et face à ça, les délibérations que Mme Marie-Alice Truda a parlé sont assez importantes quand même. Il faut comprendre aussi que le camping aussi est dans les projets de cette association, de cette municipalité, ou bien de ces béquilles. En réalité, les choses sont tellement floues qu'on ne sait pas vraiment qui sont les marionnettistes. Mais par conséquent, il est important que nous, en tant que Martiniquais, nous en tant que Saint-Annais, nous en tant que jeunes, puissions nous mobiliser pour que notre patrimoine puisse être toujours accessible quotidiennement. L'accessibilité c'est quelque chose, mais l'accessibilité quotidienne en est une autre. Donc je demande solennellement à tous les Martiniquais qui vont suivre cette vidéo, tous les Martiniquais qui connaissent le passé important de Sainte-Anne, en 1974 avec Azatama, en 1969 avec la ZAC de Belfond et en 2014 avec la tentative de spoliation de l'Once Noire à Sainte-Anne, je vous demande réellement de nous mobiliser ensemble pour que nous puissions montrer une fois pour toutes que cet endroit, la Martinique, Sainte-Anne, la Pointe-Marin, c'est notre patrimoine à nous et ce n'est pas le joujou des autres. Il est temps aujourd'hui pour qu'on puisse prendre nos responsabilités, pour qu'on puisse décider de ce que nous voulons pour notre peuple, pour nos enfants, pour nous, de façon pour que plus personne décide de nous spolier de ce qui nous appartient. Donc solennellement, je vous demande à tous les Martiniquais de rester attentifs, de nous rejoindre, le comité de défense de la Pointe-Marin, de nous rejoindre pour que nous puissions nous battre pour ce qui nous appartient. Donc je vais rester là. Je pense que tous ceux qui sont intervenus avant moi ont présenté les choses. Certains ont abordé la chose avec leur cœur, puisqu'ils ont vécu. D'autres ont abordé la chose de point de vue technique, puisqu'ils sont dans l'opposition. Et moi, j'aborde ça de point de vue solennel. Je vous demande tous de vous mobiliser. Je vais rester là. Merci. Nous ont dit la pyramide. Nous ont dit la pyramide. Nous vivons en Amérique. C'est là nous fait la vie. Mais c'est Joseph Mérélix qui doit intervenir. C'est très difficile de parler après tout ça, personne. Alors, il est en même temps président intérimaire de la SOPAMA, il connaît très très bien ce problème-là. Il le connaît d'autant mieux qu'il vit à côté du site, j'allais même dire dans le site, il est même né dans le site. Et en plus de ça, il a vécu tous les passages de la SOPAMA, il a été même au départ de la création de la SOPAMA, comme le disait tout à l'heure Félix, comme quand Félix a parlé de Pierre Davidas, c'est bien connaître tous les problèmes liés à la mangrove, les problèmes du littoral, etc. Donc il aura l'occasion d'intervenir tout de suite.
Bien sûr, j'aurais pu vous parler sous l'angle biologique. Effectivement, comme tu as dit, Garcin, effectivement, je suis né à la Pointe-Marin. Voilà, je suis né à la Pointe-Marin. J'ai grandi à la Pointe-Marin. J'ai fait de la voile à la Pointe-Marin. Mon fils, qui a actuellement 16 ans, a appris à nager à la Pointe-Marin, comme devraient le faire tous les Sétanais et tous les mois. Mon fils a appris à faire de la voile, il a fait de l'optimiste, il a fait du laser à la Pointe-Marin. Et il a fini par kayak à la Pointe-Marin. Pourquoi je dis qu'il a fini? Alors qu'il faisait partie de ce cercle nautique de la Pointe-Marin, qui, je rappelle, est là depuis 1995. Lorsqu'on est venu l'inscrire en début de saison, patatras, on nous dit, ce que je savais déjà, que le cercle nautique de Sainte-Anne n'existe plus. Alors pourquoi? Avant de dire pourquoi, voilà, mon fils, comme beaucoup de Sétanais, comme beaucoup d'autres gamins qui fréquentaient ce site, comme me dit qu'il était moribond, je me demande comment. Eh bien, mon fils est H2O, voilà, à Fort-de-France. Voilà, faire du kayak. Alors, pour revenir à ce centre nautique de la Pointe-Marin, l'activité est arrêtée. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont été expulsés. Donc avant même de prendre la délibération, de proposer la délibération sans aucune concertation préalable avec la population, avant de poser cette délibération, il a d'abord expulsé l'association qui était en place, le cercle nautique de Sainte-Anne, depuis 1995. Une association qui ne bénéficiait de la part de la mairie que l'utilisation d'un hangar vétuste. Alors, ce monsieur qui, comme par hasard, a d'intérêt pour les Sainte-Annais, pour les petits Sainte-Annais, pour les amener à la mer et tout, mais surtout pour développer la Pointe-Marin, ce monsieur, effectivement, ne répond qu'à une seule attente. Vous voyez très bien, effectivement, qu'il y a un but sous roche. Ce monsieur prépare le terrain d'une association, d'une seule association, comme c'est bizarre, d'une seule association qui répond à un appel à projet qui pour nous est un appel d'offres. Une seule association qui répond. Eh bien, voilà, comme un cheval de Troie, on voit bien que les glénans qui vont arriver, servira de tremplin pour accélérer la privatisation de la Pointe-Marin qui est prévue, qui est en marche depuis très longtemps. Je rappelle 1969, le Club Med. Je rappelle encore 1987, la ZAC de Belfond. Et M. Jean-Michel Gimieux, actuel maire de Sainte-Anne, est en train d'assurer la privatisation totale. Il est en train, comme on dit en créole, il est en train de finir le travail. Il a fini le travail là. Il a fini le travail là, en valet effectivement les béquets qu'il est, il finit le travail. Et on voit bien le jeu. À son arrivée, là, sa première chose, c'était de donner au béquet 300 000 € pour valider un projet que le béquet d'acquisition, effectivement, que c'est un bras de fer depuis plusieurs années que Garcin menait contre ce béquet qui réclamait une bande de terre qu'on a qualifiée, qu'on a appelée la bande de Gaza, une bande de terre qui est adossée à la mangrove, donc qui fait partie du DPM, que le béquet réclame. Le béquet, quel béquet? L'usine du Marin, représentée par M. Jean-Michel Degentil. Eh bien, sa première action, la première action du maire, est de payer le béquet. Alors qu'il y a un combat de bras de fer depuis très longtemps qui est engagé avec ce béquet. Patatras, il lui donne l'argent. Il arrête tout ce qu'il y avait comme procès en cours et il paye.
Et ils payent. Alors que, soi-disant, la commune était endettée, comme on dit en créole, au Wakou. Alors que Garcin Malsa avait laissé une commune en win. Mais il trouve quand même 300 000 euros pour... Il trouve encore, alors qu'il a une commune, il trouve encore 300 000 euros de subventions pour mettre en place l'association. Il trouve encore, pour 1 euro symbolique, mettre à disposition de l'association une structure rénovée qui coûte plus de 1 million d'euros. Alors que dans le même temps, la totalité des associations, ces associations qui bénéficient de subventions, ça ne représente même pas la moitié, à moins de 60 000 euros, la totalité des associations. Alors qu'une seule, par an, va embaucher plus de 100 000 euros. 100 000 euros. Plus le matériel, plus. Alors, on voit bien effectivement, c'est cousu de fil blanc. C'est un cheval de Troie, c'est un cheval de Troie qui est en marche. Eh bien, et la volonté, l'objectif de ce cheval de Troie, c'est la privation totale de la côte marin. On le voit. Et là, on va se mettre dehors. Et on va faire mentir ce proverbe qui dit jamais 203. On va faire ce proverbe qui dit, on va faire mentir ce projet qui dit jamais 203. Parce qu'il n'y aura pas d'autre privatisation de la côte marin. Parce que je vous rappelle effectivement que le Béquet est dans un processus pour réclamer le camping aussi. Pour réclamer le camping aussi. Donc, je profite de cette occasion qui m'est donnée en tant que Saint-Anais, natif natal, pour demander aux Saint-Anais d'abord et aux Martiniquais ensuite de se mobiliser. Comme dans le temps, j'avais 14 ans en ce temps-là, en 1974, avec la Satahama. Mobilisons-nous pour faire arrêter cette privatisation qui est en marche, cette privatisation de notre bijou, le bijou de tous les Martiniquais. Arrêtons ça. Nous ont dit la pyramide, nous ont dit la pyramide, nous vivons en Amérique, c'est là nous fait la vie. Concluons. Et au regard de tout ce qui a été dit, nous voyons très bien que nous avons bien fait de faire le parallèle entre Azatama, comme nous n'avons pas pu décrypter, et ce qui se passe aujourd'hui. Et Félix, je crois que c'est toi qui disais, ils ne perdent jamais l'occasion, ces Béquets, d'intervenir. Et ils attendent le moment, Marie-Alice l'a dit, où nous sommes, et Lucien le répète tout le temps, nous sommes en calmie pour pouvoir asseoir davantage leur domination. Et bien à travers ce projet-là, ce qui est en train de se passer. Nous voyons qu'il y a, en termes de similitude, à la fois au niveau de la méthode et au niveau de la stratégie. Au niveau de la méthode utilisée. En 1974, ce qui s'est passé avant, on nous rabâchait deux choses. Que le tourisme, c'était le bien et le bien-être pour tous les pays qui veulent se développer, tous les pays développés. Nous sommes dans les années 60, etc. Et en ce qui concerne Sainte-Anne, et plus particulièrement les Salines, Maurice, tu dois te rappeler, on avait arrêté la circulation d'eau qui animait l'étang des Salines. On avait bloqué, et Félix, tu t'en souviens, les deux bras de l'étang des Salines par des empierrements. Et à ce moment-là, on avait asséché l'étang des Salines. Ça veut dire qu'effectivement, on préparait déjà à Tatama. Et l'étang des Salines était complètement asséché à cette époque. Et en même temps, on nous répétait que
l'histoire d'usine qui doit faire du sucre, etc., c'en est terminé. Et j'en passe. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous prend comme méthode. Bien, on commence par donner les 300 000 € au béquet. Ensuite, on va dire très gentiment, le centre nautique, on va vider tous les acteurs du centre nautique qui fonctionnaient normalement. On va faire en sorte que les acteurs économiques qui sont sur la place, surtout ceux qui payent régulièrement, eh bien on va les décourager. Ceux qui ne payent pas régulièrement, on peut les mettre dehors très facilement puisqu'ils ne payent pas, ils ne sont pas en règle. Mais ceux qui payent régulièrement, qui ont une convention, on va les décourager. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur cette table. Et j'en passe. Du point de vue de la stratégie même mise en place, on voit bien qu'il y a une stratégie, c'est cousu comme du fil blanc. Ça veut dire que tout simplement, l'usine du Marin est représentée par Jean-Michel Devanty, qui prétend, et qui prétend faire du Sud, eh bien, sa chasse gardée, plus particulièrement avec le tourisme, parce qu'il est bloqué sur les salines. Il ne faut pas oublier que les salines, c'est en grand site maintenant, en opération grand site. Mais en termes d'aménagement du territoire, il ne peut plus revenir sur les salines, en tout cas pour quelques années. Il est bloqué. Elle dit même, ils sont bloqués. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont revenir sur la Pointe-Marin, parce qu'effectivement, c'est l'Eldorado de la Pointe-Marin. Ben, ils reviennent sur la Pointe-Marin. Ils commencent par dire, voilà, on va gagner cette histoire de portion de mangrove, comme a dit Jojo. Sur la base de quoi? Sur la base d'un document qu'ils vont présenter, nous avons les documents. Nous sommes propriétaires de toute la bande de terre qui va du rivage de la mer jusqu'à Val d'Or, ils présentent le document, de temps de 1870. Nous sommes propriétaires de tout ça de 1870 et ils vont revenir en force. Ils vont revenir en force, d'autant que nous avons un rapport de la Chambre régionale des comptes qui dit très clairement, et je fais remarquer ça aux élus, qui dit très clairement que la Pointe-Marin n'appartient pas à la commune de Sainte-Anne. C'est très clairement dit. Alors que nous savons très clairement qu'il y a effectivement un document d'acquisition de la Pointe-Marin par le maire à l'époque qui était pas Chambert, avant Chambert, Cléon, très clairement. Donc, on a des éléments pour lui, et ça a été voté dernièrement au conseil municipal. Le maire a approuvé le rapport de la Chambre régionale des comptes qui dit très clairement, Félix, tiens-toi bien, que la Pointe-Marin que tu as connue n'appartient pas à la ville de Sainte-Anne. Ça c'est dit. Donc voilà, comme ça appartient pas à la ville de Sainte-Anne, et comme effectivement l'autre présente un document disant qu'il est propriétaire de 1870, ben ça n'est fini. Vous voyez très très bien, la boucle est bouclée, c'est bouclé, la stratégie est là. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On utilise les glénans, comme par avant, Maurice, les glénans là c'est comme par avant, et puis on avance gentiment. On fait passer une délibération. Alors si cette délibération passe, ça n'est fini pour nous. Et c'est pourquoi les élus ont raison, à la fois d'alerter le procureur, qui n'a pas encore répondu, d'alerter le préfet, qui n'a pas encore répondu, le sous-préfet, qui n'a pas encore répondu. Alors on n'a même pas ça. Donc ils ont... Non, on va voir comment va agir Hulot, parce qu'effectivement il y a cet acte. Il agit, il monte au créneau quand il s'agit de Notre-Dame-des-Landes, mais il faut qu'ils agissent ici. En tout cas, c'est très très important ce qui se passe ici. Cette portion de Martinique ne doit pas être privatisée. C'est à nous, et ça c'est très important. Il y a une stratégie qui est mise en place. D'autant qu'aujourd'hui, l'usine du Marin s'apprête à faire sur le Marin, eh bien, un golf. Tout y est gentiment, Félix. C'est-à-dire, on les a, pour l'instant, Lucien, ce que tu disais, chassés sur les salines, bloqués sur les salines, donc on va déjà mettre terminé. Bien, ils reviennent en force. Nous ne sommes plus là. Garcin Massa n'est plus là. Je ne sais pas s'il dort bien. On va leur demander s'il dort bien. C'est-à-dire que c'est un combat essentiel. C'est plus un combat des Saint-Anais. C'est plus un combat des Saint-Anais, c'est un combat des Martiniquais. C'est ça qui est central. Effectivement, il faudrait que les Martiniquais bougent là-dessus. Oui. Beaucoup peuvent acquiescer. Nous ne sommes pas contentés seulement d'être un groupe de protestataires.
nous avons été voir les partis politiques. Nous avons été voir les syndicats. Et je me souviens toujours de l'accueil chaleureux de Victor Lamont, qui nous envoyait toujours quelqu'un avec nous. Et c'était radical. Il a fait en sorte, malheureusement, les choses ont dégénéré après. Mais c'était une réalité. Si nous voulons, comme tu dis, que la chose dépasse le stade municipal, le stade cantonal, géographique, si ça doit arriver à Sainte-Marie, il faut que nous intéressions des gens de Sainte-Marie, sans savoir très bien ce qu'ils font, mais il faut que nous nous ouvrions sur le combat. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'aurais proposé qu'un texte soit présenté à nos parlementaires, à nos élus, aux syndicalistes, surtout aux responsables syndicalistes. Mais il ne s'agira pas pour eux seulement de dire oui, je suis d'accord, c'est pas ça. Nous verrons simplement le premier jour où il y aura une manifestation qui aura le courage de dire ce qu'il pense. Et à ce moment-là, nous allons juger. Et le peuple jugera. Le peuple de Sainte-Anne et le peuple du Diamant, le peuple de Rivière-Salée, le peuple de partout. Donc, moi, je dis qu'il faut faire attention. Il y a un mot que nous ne voulons pas considérer avec peut-être un peu de pudeur, c'est le mot idéologie. Les Békés ont une idéologie. Ils ont une volonté politique, économique de gagner du terrain. Ils ont perdu un peu de terrain quelquefois, mais ils regagnent du terrain. Qu'est-ce qu'il a dit? Un des hommes les plus riches du monde, oui, la guerre, la lutte des classes existe, mais nous l'avons gagnée. Voilà ce qu'il a dit, l'homme le plus riche du monde. La lutte des classes existe, mais nous l'avons gagnée. Et il continue de gagner, parce que nous ne posons pas le problème simplement sur le problème, non pas dit aujourd'hui de marxisme, pas aussi de socialisme, c'est pas ça. C'est le problème d'indépendance autonomique et de responsabilité. C'est cet aspect-là qu'il faut développer chez les Martiniquais. C'est leur dire, pour pouvoir vous sauver, il faut que nous soyons ensemble et que nous acceptions de mener des luttes communes contre le Béké, contre le capitalisme entre guillemets du Béké. C'est ça le problème. Bien, on peut retenir, et je vais lui demander, parce qu'il a le temps, il a le verbe, il a la plume, tout ça, de nous préparer un document que nous allons effectivement présenter aux Martiniquais, aux syndicalistes, pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait une mobilisation autour de cette problématique qui est posée. Est-ce que vous en êtes d'accord? Puisque nous sommes ici des gens qui faisons partie du comité de défense de la paix. Est-ce que vous en êtes d'accord? Tout à fait. Donc, ok, Lucien, tu es d'accord? Ah bon, d'accord. Bien, alors on va arrêter là. Maryse, je te remercie de nous avoir accueillis. Je remercie Sandrine, Lucien. Je remercie Sandrine pour nous avoir donné tout le temps qu'il faut faire ce travail-là. Nous en danger, nous en danger, nous crucifier, nous tomber, nous gars élever, nous tomber, nous gars élever. Ah, maman,